Bonjour à vous, bienvenue à notre émission en ce lundi 15 juin. Bonjour Doc Mayou, bonjour Jean-François. Bon matin. José, Jean-François, les abonnés. Je dois vous faire une confidence pour commencer. Oh, J'avoue que j'haïs pas ça, pas toutes des semaines de 4 jours. On a le temps de s'ennuyer, tabarouette. Et c'était notre première cette semaine. Mais j'ai tellement pensé à vous, Doc Mayou, ça n'a pas de bon sens. J'en ai parlé au meeting ce matin. Puis, je suis certaine que tous ceux qui sont abonnés ont pensé à vous aussi. J'ai ressorti des statistiques d'ailleurs, parce que vous vous souvenez, on va commencer par le début, vous vous souvenez de la sortie du Doc Mayou concernant les grosses et où il recommandait qu'elles restent chez elles pour ne pas attraper la COVID-19, la deuxième vague. Cet extrait a été vu précisément par 306 754 personnes. Elle a été partagée 1800 fois. Donc, c'est l'extrait du tout début de tout nos... Je ne sais pas ce que tu veux dire, Jean-François. Non, c'est parce que je voulais mettre. En fait, ça, c'est juste via notre page. Oui. Juste via notre page, parce que la nouvelle, en fait, l'extrait a été repris sur plusieurs autres pages. OK, ça ne le comptabilise pas sur notre vidéo dans ce temps-là? C'est à part? Non, parce que les autres, ils ont fait des extraits sur leur page. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'envergure de cet extrait-là est au-delà juste des partages et des vues de notre page à nous. Oui. Fait que c'est énorme. En fait, j'ai regardé sur Monde de Stars, je pense que c'est leur post numéro 1 depuis je ne sais pas combien de mois. Là, je défilais les statistiques. Puis de loin, là, mais de très, très loin. Là. Fait que alors, ça a choqué. Ouais. OK? Ça a choqué vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et là, je vais vous demander, mais je sais que vous allez l'être, là, d'être 150 honnête, là, Doc Mayou. Pensiez-vous vraiment que la recommandation allait être suivie par le gouvernement, par la santé publique, par le fait que, c'est pour ça que je dis, les gens ont dû vraiment penser à vous quand ils ont vu la nouvelle, comme quoi, là, il y en a plusieurs qui ont fait des demandes pour suivre la formation pour préposer aux bénéficiaires, et il y en a une, entre autres, qu'on a vue dans Le Devoir, dans le Journal de Québec de Montréal, sur Salut Bonjour Week-end, puis il y en a d'autres également qui ont été refusées pour suivre la formation, parce que jugés obèses selon leur indice de masse corporelle qui dépasse le 40. Ils ont été refusés. Là. Il y a une décision au haut sommet qui a été prise et on a suivi vos recommandations. Vous avez dû pogner 2 minutes, certains. Là. Écoute, que j'ai une influence quelconque sur cette décision-là, peut-être, peut-être pas. Mais je ne suis aucunement surpris de la décision de la santé publique. C'est gros, c'est tellement évident qu'on ne peut pas, dans le système de santé, dans le système scolaire et dans nos garderies, admettre embaucher des grosses. Parce que le risque est élevé qu'elle attrape la COVID, le virus chinois, et qu'elles en soient, en plus, très malades, beaucoup plus malades qu'une mince. Non, mais moi, je trouve que c'est historique. Je ne suis pas surpris du tout, José. Moi, total. Tu sais, de la logique, de la logique, c'est une chose, là. Mais parce que là, on fait passer ça sur de la discrimination. C'est rendu dans notre société qu'on ne peut même plus dire elle, lui, il faut faire attention au genre quand on parle. Ma fille, hier, elle s'est abonnée à TikTok puis ils ont demandé son genre. C'était féminin, masculin et binaire. Bon, c'est rendu de même à cette heure-là. Tu sais, fait qu'on est dans une société tellement politiquement correcte, là, que je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pris une décision. Oui, j'aurais pensé qu'il l'aurait fait en hypocrite. Tu sais, il aurait trouvé d'autres raisons, mais de l'affirmer, de le dire que c'est à cause de l'IMC qui est à 40 et plus, j'en reviens pas. Je ne suis pas surpris. Et moi, j'avais déterminé, tu te souviens, j'ai été transparent. Je dis, chez les femmes, c'est facile.
et grosse, 175 livres et plus sur la balance. Bon, chez les hommes, c'est pas du tout, il n'y a pas de chiffre arbitraire. Alors, ça dépend de la grandeur, de la masse musculaire et de la grosseur de l'ossature. Alors que chez les femmes, beaucoup plus facile. 175 livres et plus, tu restes chez vous, on va te donner soit un salaire ou une contrainte sévère à l'emploi avec plein montant de l'aide sociale parce que tu vas coûter une fortune éventuellement. Tu vas coûter une fortune en soins de santé. On veut te protéger. Alors, ça nous amène à la discrimination. Discriminer, chers amis, c'est le fait de séparer un groupe des autres en le traitant plus mal, en ne le traitant pas bien. Et là, il y a une grosse qui s'en vient dire, écoute, 200 livres, 4 pieds 11. José, on a-tu besoin de commencer à la taponner avec l'IMC, mesurer ça peu importe sur le ventre ou ailleurs? Non, l'IMC, c'est la grandeur versus le poids, puis ça donne le ratio. Oui, puis il y a des appareils maintenant où tu peux prendre l'épaisseur de tout adipeux sur le triceps ou sur le ventre, puis à l'ouette. Non. En haut de 175 livres, une femme, fort probablement, et là, c'est à la santé publique et au Collège des médecins, de trouver une espèce de moyen facile pour les médecins, comme j'ai recommandé ce matin, afin de déclarer invalide, inapte à tout emploi, une femme qui pèse plus de 175 livres. Parce qu'on sait, si elle le désire, évidemment, être déclarée, mais il y a des professions où elle va être refusée. Comme j'ai déjà mentionné. Sophie a dit, il y a de méchantes gangs qui vont quitter le marché de la santé, mais c'est parce que vous, là, ce matin, vous allez au-delà de la santé. Vous, là, vous dites que toute femme qui a, vous dites 175 livres, mais mettons qu'on suive la lancée, là, Santé Canada, là, Santé publique, là, qui dit que c'est l'indice de masse corporelle de 40 et plus. Parce que ça fait partie des obèses morbides, dans la catégorie de non. Là. Fait que toute femme qui a un indice de masse corporelle de 40 et plus devrait recevoir un papier du médecin pour contrainte sévère au travail puis rester à la maison, quel que soit l'emploi. Vous allez jusque-là. Non, pas quel que soit l'emploi. Si elle est camionneur. OK. Tu sais, si elle est camionneur. Enseignante, infirmière, préposée aux bénéficiaires. Oui, exact. Alors, toutes les situations où ils peuvent être exposés à des personnes infectées. OK? Alors, les garderies, préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, alors, les enseignantes, ces femmes-là s'exposent et elles risquent d'être gravement malades. Alors, leur risque d'être beaucoup plus malade débute par l'obésité. Ça ne débute pas par l'hypertension. L'obésité vous amène au diabète, à la haute pression, à l'hypercholestérolémie, aux troubles cardiaques. Et si vous tombez malade de la COVID, vous risquez d'être très malade. Alors, c'est pas une question d'esthétique, là. Je m'en fous que vous soyez ronde, grosse ou très grosse. Personnellement, je n'en ai que ciré. Cependant, votre santé est en jeu. Ah, c'est votre sécurité, là. Oui. Moi, j'aimerais qu'on teste la question, qu'on pose la question sondage, là, avec ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'énoncer, là. OK? Le fait que l'on retire votre recommandation dans le domaine de la santé, enseignement, garderie, etc., ces femmes-là, est-ce que c'est discriminatoire selon les gens qui nous regardent, alors qu'on sait là, qu'on a quand même un public biaisé, mais quand même, juste pour tester parmi notre communauté ce que les gens en pensent. Parce qu'on a déjà fait le sondage là, concernant les proposés aux bénéficiaires, vous en aviez parlé. Mais là, on inclut là, tout personnel de la santé, enseignement, garderie, personnes à risque.
C'est sûr que, comme mentionnait Ariane, quelqu'un qui est assis à son bureau toute la journée, qui est secrétaire, elle peut faire son travail, là, il n'y en a pas de problème. Mais là, on parle d'un milieu plus à risque, en lien avec la COVID, là. C'est pas en tout temps. Là, c'est en lien avec la COVID. Ouais. La nuance est importante, là. Oui, puis la personne qui s'est plainte de discrimination est allée mentionner aux médias que, compte tenu qu'elle pourrait être préposée aux bénéficiaires, elle va perdre du poids. Ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne commence pas à perdre du poids par l'exercice. Non. On commence à perdre du poids en s'alimentant mieux. Après ça, vous joignez l'exercice parce que, écoute, que ce soit un homme ou une femme, quand il est vraiment gros, là, il développe... Écoute, j'ai vu un médecin qui était gros dans l'armée, dans les Forces armées canadiennes. Il avait été embauché et il est venu essayer de faire de la course à pied avec nous autres. OK. 2 fois, et il y avait un shin splint. Il y avait une douleur énorme à l'avant des jambes, avec traits de fracture dans l'os. C'est pas une joke, là. Tu sais, ils sont tellement pesants que s'ils font de la course à pied, avec le surplus pondéral, il y a une fissure qui se fait dans l'os. Il n'y a pas de déplacement, mais il y a une craque. L'os craque. Tu sais, c'est tout connu, ça, de longue date. Oui. Bon, le sondage est en ligne. Est-ce que vous trouvez... Parfait, c'est super. Excellent. Très bien posé. Genré en plus. En passant, pendant que vous remplissez le sondage, Julie, ça serait vraiment le fun de vous parler si vous en avez beaucoup à dire, là. Mais elle dit, si le cieux s'écoute, je suis dans le trouble. Bon, tu vois? Changez votre nom. Liberté d'expression. Elle est où, la liberté, la prise de parole dans notre société démocratique? Et puis des Julie, là, dans le système de la santé, doit en avoir 2000, là. En tout cas. Bon. Mais ça va être identifiable. Oui, peut-être, c'est ça. Et oui, j'ose espérer qu'elle ne serait pas congédiée pour dénoncer des pratiques. Oui, elle pourrait, oui. Elle pourrait être exclue. Oui. Okay. Écoute, ça fait 40 ans que je suis dans le système. Non, on n'accepte pas qu'un employé, moi, la raison pour laquelle je peux gueuler, c'est que je ne suis pas employé. Je l'étais, puis j'ai été mis à pied. OK. En titre de médecin, je ne suis pas employé. J'ai un droit de pratique dans un hôpital. Mais comme animateur radio, vous étiez employé. Oui. OK. Là, j'ai perdu le sondage, Jean-François. OK. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est discriminatoire de retirer les personnes à risque du secteur de la santé et de l'éducation? Alors, chez les femmes, il y en a 33 qui ont répondu, 7 ont dit oui. Chez les hommes, il y en a 25 qui ont répondu et 5 ont dit oui. OK. Alors, nous avons... il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, qui ne savent pas ce que ça veut dire pour une femme être grosse. Échauffaison, irritation entre les 2 cuisses, au point que la personne, le lendemain, ne peut plus marcher. Oui, mais ça, c'est... Infection fongique. Si elle a des pantalons, par exemple, ça frôle moins, là. Quand c'est peau contre peau, oui, là. Mais habituellement, ils ont des pantalons. Quand il fait très chaud, il y en a plusieurs qui vont essayer de se mettre des robes. Ils ne pourront pas se mettre des robes. Ils vont être... Oui, mais de toute façon, comme infirmière, tu ne peux pas te mettre de robe, là, comme préposé bénéficiaire non plus. Ben oui. C'est toutes comment tu appelles ça? C'est tous des uniformes qu'ils ont, là? Les pantalons bleus, puis... Écoute, je ne savais pas que c'était uniformisé dans la province. Ben, je pense que oui, moi. Moi, je n'ai jamais vu une infirmière en robe. Même les médecins, ils ont leur uniforme aussi. Les sarraux? Ben, pas nécessairement. Je n'ai jamais porté de sarrau. Peut-être que les psychiatres, c'est exceptionnel. Mais en milieu hospitalier, toujours est-il que
lorsqu'il fait très chaud, et on doit maintenir une température élevée dans les CHSLD, entre autres, je t'assure que les infections fongiques entre les tablettes de gras sont très fréquentes. C'est pas rare, ça, là. OK. Maintenant, là, on veut parler, bon, là, je dis de la vraie discrimination, c'est tendancieux, là, OK? Parce que moi, selon moi, c'est pas nécessairement discriminatoire puisque c'est pendant la période du COVID et que c'est pour protéger les gens. Donc, moi, je trouve pas que c'est discriminatoire. Et au niveau du gouvernement qui a pris la décision, au niveau des préposés aux bénéficiaires, ils ont reçu plein d'offres, plein de gens qui ont voulu suivre le cours. Fait que c'est aussi bien de choisir les plus performantes, les plus actives, les plus en forme, celles qui ont plus de chances de bien faire leur travail, puis qui sont le moins à risque. Donc, selon moi, bon. L'autre aspect qui va être amené éventuellement, c'est qu'on va commencer à s'interroger sur la productivité d'une femme qui est en surplus de poids important versus la productivité d'une femme qui est d'un poids acceptable. Josée, encore là, je suis avant-gardiste, ça va venir. On n'aura pas le choix. Mais en même temps, il y a une question aussi, il y a des minces paresseuses. Oui, je te parle sur des moyennes de groupe. Non, là, ce n'est pas des cas individuels. Non, mais faut juste oui, ça, on va me dire, oui, mais moi, j'ai connu une femme qui était grosse puis elle se grouillait le derrière. Exact. Ben oui, t'en as il y a des minces lâches. Ben oui, c'est tout ça. Sur des moyennes de groupe, la productivité pourrait ne pas se comparer. Mais ce sera un autre volet éventuellement. Chaque chose en son temps. OK. Maintenant, avez-vous été victime de discrimination dans votre vie? Puis ça peut être à la maison, là, discriminer versus vos frères et sœurs. Ça peut être dans votre travail. Ça peut être que vous vouliez postuler pour être policier, puis on fait rentrer une femme pour obtenir des quotas. Parce qu'il y avait des quotas de femmes à faire rentrer. Tu sais, il y en a plein là, de cas. Mais on veut savoir si vous l'avez déjà vécu, de la vraie discrimination. Là. Puis de la part de qui, puis comment. Ou vous-même, avez-vous déjà discriminé? Ça se peut aussi, ça. Mais ça, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, par exemple. Être victime, ça, c'est facile. Mais être celui qui fait, qui agit. Donc, c'est le temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de lever votre main, de prendre la parole. Et là, je sais que Jean-François va avoir quelqu'un à nous présenter. Oui, on est prêts. On commence avec Shmeiv. Bonjour, Shmeiv. Bonjour Jean-François, bonjour José, bonjour Doc. Oui. Bon matin. Shmeiv, ça m'est arrivé d'être discriminé en Ontario, puis je pense que c'est de la francophobie parce que je suis francophone. J'ai eu du mauvais service dans différents endroits par des anglophones, dont une fois la LCBO, la Commission des liqueurs ontariennes. Je m'étais informé si les sacs étaient gratuits. La personne m'a dit non. J'ai dit, au Québec, à la SAQ, les sacs sont gratuits. Puis elle m'avait répondu quelque chose dans le genre que dans les endroits civilisés, c'est pas gratuit ou quelque chose comme ça. Vous avez l'air, ça vous amuse, Doc? Pardon? Ça a l'air de vous amuser. Ben, écoute, les insultes entre les Anglais et les francophones, entre anglophones et francophones au Canada, si vous voulez, on pourrait passer quelques années là-dessus, là, avec des anecdotes. Ça fait partie de notre histoire. Alors, il y a une rivalité canadien-français, anglo-canadien de très longue date. Est-ce qu'il y a eu de la discrimination en plus? Sûrement dans certains milieux. Je sais que j'ai eu de la parenté qui ont vécu à Montréal et qui se chicanaient régulièrement avec des anglophones. Oui. Ça se passait à Montréal. Vous, quand vous étiez à Halifax pour votre résidence, est-ce que vous avez été victime de discrimination à cause que vous étiez francophone? Non, jamais. Okay. Jamais parce que en psychiatrie, les résidents en psychiatrie à Halifax ou à McGill étaient de toute nationalité. OK.
On allait de hindous, sri lankais, britanniques, d'Angleterre. J'étais du Québec. Il y avait une haïtienne. Comme vous pouvez voir, on était 7-8, puis il n'y en a pas 2 qui venaient de la même place. Et la même chose à McGill. McGill, latino, péruvien, oui, chilien, péruvien, États-Unis, Québec. Alors, il n'y a eu aucune discrimination parce que c'était vraiment multiethnique, un milieu de formation qui acceptait du monde de partout dans le monde, aux 2 endroits. Mais au sein de l'armée comme telle, vous auriez pu être victime de discrimination? Non, j'aurais pu jouer à la personne discriminée, Okay. mais j'étais très peu soucieux de mon apparence physique, la longueur de mes cheveux. Je portais une barbe et j'ai passé le fer sur mes pantalons 3 fois en 3 ans. OK. Et je ne vous dis pas à quelle fréquence j'ai ciré mes chaussures. Alors, oui, je me suis fait apostropher. Maintenant, j'allais pas aux messes. C'est arrivé 2-3 fois qu'on a voulu me battre, mais c'était des anglophones, mais c'était des individus pour qui... C'est arrivé juste 2 fois qu'on a voulu vous battre. Oui. Là, il me semble, j'aurais trouvé ça marquant, moi. Oui, mais un anglophone aurait peut-être connu le même sort. C'est parce que l'accoutrement était important. Alors moi, j'étais médecin dans les Forces armées canadiennes. Donc, j'évitais le mess des officiers le midi, j'emmenais mon lunch et je ne courais pas le mess. Okay. Les quelques fois où je suis allé, il est arrivé des incidents. C'était une messe comme une messe religieuse, vous voulez dire? Non, un mess. C'est un endroit. Des officiers, là. Un mess, M-E-S-S. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mess, c'est un endroit de rencontre. OK. C'est comme une cafétéria. OK. Cafétéria avec boisson. Ouais. Ils voulaient vous battre parce que vous étiez différent de 2 autres. Ouais, ben c'est... Mes cheveux n'étaient pas bien coupés. OK. Merci, Slave. C'était ma conjointe à l'époque qui me coupait les cheveux. Puis... Oh, elle avait mal fait ça à faute de la conjointe. Je m'en foutais. Moi, j'étais là pour être... mon poste, c'était d'être psychiatre ou résident en psychiatrie. Alors, j'étais là pour ça, moi, là. C'est vrai qu'on a des gens qui nous écoutent de l'Alberta. Et Lucie, elle dit « Je vis depuis 13 ans en Alberta, je n'ai pas vécu de discrimination. Les gens sont très accueillants, pas de troubles ici. » Là, on a une histoire de Ariane, elle dit « J'étais chef d'équipe dans un camp de vacances et après la formation du pré-camp, on a dû dire à une jeune femme en surpoids que ça n'allait pas fonctionner. Elle l'a très mal pris. Pleure, crie, crise, mais tu sais, comment tu veux courir après une gang de jeunes quand tu pèses 200 livres? José, sur quel ton on va devoir vous le dire? La graisse, c'est un handicap quand il y en a trop. Aide-moi, là. On leur dit ça comment? Mais je pense qu'ils le savent. T'es grosse, tu peux pas faire le travail qu'on aimerait que tu fasses. Juste au niveau du cardio, là. Tu sais, puis je ne suis pas gênée, là, je l'ai déjà dit, là, quand je pesais 235 livres, là, monter le Mont Wright à Stoneham, là, il fallait que j'arrête une couple de fois à prendre mon souffle. Là, je le fais aller-retour. Tu sais, c'était... je le faisais aller-retour dans le temps, mais je veux dire sans avoir besoin d'arrêter. Mais tu le sais, là, quand tu le vis, tu n'es pas sans... Il faut avoir les yeux fermés vraiment beaucoup pour ne pas être capable de le savoir. Mesdames, messieurs, qui êtes en surplus de poids, qui vous handicapent, c'est votre responsabilité de vous alimenter comme du monde. On va vous aider, mais c'est votre responsabilité. Puis je suis même prêt, avec le Collège des médecins, à vous déclarer contraintes sévères et de longue durée à l'emploi pour que vous puissiez prendre soin de vous.
Autrement, ce n'est pas le COVID, c'est le diabète, c'est la haute pression. Et sur quel ton qu'il va falloir vous le dire? Oui. Je vais lire Alex. Il dit j'ai été refusé pendant un processus d'embauche au SPVM car je suis un homme blanc et il cherchait à embaucher des minorités visibles. La discrimination positive est très fréquente dans la fonction publique et ça semble normal. Imaginez refuser un noir ou un autochtone car ils doivent embaucher des blancs. Manifestation assurée. Bon. Le problème, il n'est pas tout à fait là. La définition de la discrimination, c'est le fait de séparer un groupe des autres en le traitant mal. Bon. Si vous avez un Noir, un Latino, un Canadien français qui applique au SPVM et que les trois sont des candidats équivalents, bien, vous prenez des minorités. Vous n'avez pas discriminé, vous avez choisi d'inclure dans votre organisation des individus de différentes communautés à compétences égales. Par contre, si vous n'avez un des trois qui est meilleur et que vous ne le prenez pas. Oui, exact. Wow! 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 Semaine passée, Anglade, elle se secoue les plumas sur la place publique. C'est bien épouvantable, Legault au sommet des hommes pour la relance économique. Nya, 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 nya. Est-ce que Legault avait accès à une femme de compétences égales au gars qu'il a choisi? C'est la question à lui poser. Anglade, avant de te faire aller les plumas puis le clapet, dis-nous qu'une telle était meilleure, aussi bonne et meilleure qu'un des gars qu'il a choisi. Sinon, tu te l'agrafes. T'as né, là, José. Ah oui. Mais les partis politiques, ils font ça beaucoup en passant. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont priorisées au détriment des hommes. Exemple, qu'ils se disent, comment tu appelles ça au prorata, là, quand ils décident de nommer autant de ministres féminins que masculins. S'il n'y avait pas ça, là, est-ce qu'il y aurait autant de femmes dans le cabinet de ministres? Je ne pense pas, moi. Ils sont favorisés positivement parce que ça paraît bien en 2020 d'avoir la même quantité. Puis même quand c'est le temps de présenter un candidat dans un comté. Moi, je ne l'ai jamais dit publiquement, là, mais vous le savez, là, mais je l'ai dit au Patreon. Moi, je me suis fait approcher aux dernières élections fédérales pour me présenter députée par le Parti conservateur. Puis, ils ont commencé en me disant bonjour, c'était la responsable de tout ça. Ils n'ont pas dit ils ont dit on cherche une femme dans tel comté. Ils ont commencé la discussion de même. On cherche une femme dans tel comté. Là, vous voyez, j'ai refusé, là. Je suis ici aujourd'hui. Mais je peux en témoigner, là, que les femmes... dire, on cherche une femme compétente. Mais oui. En tout cas, j'ose espérer qu'ils pensaient que j'allais l'être, là, s'ils m'ont approché, mais dans leur approche verbale de communication, ils ont dit on cherche une femme dans le comté. Fait que c'est... moi qui dénonce ça depuis des années en plus, je me serais-tu vu, tu sais? Comme député et même comme ministre dans certains départements, tu aurais été aussi bonne, sinon meilleure, que beaucoup d'autres. Que beaucoup d'autres personnes, hommes et femmes, confondus. Bon, je suis très contente d'être ici, mais c'est pour vous dire, de par expérience, que ça existe. Oui. Fait qu'il faut juste faire attention là, quand tu réclames l'égalité, puis pourquoi il n'y a pas de femmes dans le comité économique. S'il y avait pu en trouver une, d'après moi, il y en aurait mis une juste pour que ça paraisse bien. À votre tour là, de parler, est-ce que ça existe-tu de la discrimination dans une famille? Y en a-tu, exemple, une mère qui discrimine tel enfant au détriment de l'autre pour quelque raison que ce soit? Ça arrive-tu, ça?
On appelle ça de la discrimination ou on appelle ça être le mouton noir de la famille? C'est-tu dans la même catégorie? Des moutons noirs, il y en a. Oui, oui, être le mouton noir, lorsque vous avez des travers de comportement importants ou des failles de personnalité, c'est pas nécessairement négatif, c'est peut-être qu'on vous évalue à votre juste valeur. Oui, c'est rare qu'on entend « J'étais le mouton noir et avec raison ». Ceux qui prétendent avoir été exclus. Ben oui. Levez votre main. Je suis sûre qu'il y en a dans notre gang là, qui ont été moutons noirs. Là. Ou qui le disent qu'ils ont été moutons noirs. Mais après réflexion, c'était-tu mérité? Ou au contraire, c'était un mauvais jugement ou de la méchanceté de la part d'un de vos parents? Généralement, la discrimination, Josée, on semble attribuer ça au fait de séparer un groupe des autres ou un sous-groupe dans un plus grand groupe. Est-ce qu'on peut discriminer un individu? Je ne verrai pas pourquoi l'épithète, puis je ne vois pas d'autres mots. Ce n'est pas directement l'exclure, mais... Regarde ici, on a pluriel, elle dit « Mon père préférait les garçons ». Ben oui, puis c'est normal, ça. C'est pas de la discrimination. Bon, ça, c'est un bel exemple. Le bonhomme, il aime mieux ses gars que ses filles. Pourquoi, madame, qu'il aime mieux ses gars? Il y a des raisons pour lesquelles il aime mieux ses gars, imaginez-vous donc. Et ça ne pose pas problème. Le problème, c'est lorsque le père préfère ses filles à ses gars. Ou la mère préfère ses gars à ses filles. Un père qui préfère ses fils, c'est un père normal. Ben, jamais j'aurais cru devoir affirmer sur la place publique qu'un père qui a un penchant qui est plus compatible avec ses fils que ses filles, que ça lui soit reproché. Voyons! Mais avec qui va à la pêche? Avec qui va à la chasse? Oui, il y a des hommes qui peuvent aller à la chasse avec leurs filles. Mais convenons qu'il y a plus d'hommes qui vont à la chasse avec leurs fils qu'avec leurs filles et qui en tirent plus de plaisir. Non, oui. Tant qu'être d'un cliché, comme la mère qui aime mieux aller magasiner avec sa fille qu'avec son gars. Tant qu'être d'un cliché. Ou cuisiner avec sa fille. J'ai quelqu'un en psychanalyse qu'à l'adolescence, sa mère le traînait littéralement, fils unique, mais seul fils, mais avec 3 sœurs. Et elle l'amenait magasiner, enfin, le samedi avec elle, une infirmière, et elle n'amenait jamais ses filles. OK. Spécial. Ouais. Regarde, tu vois, ça rassure les gens d'entendre ça. Maria, elle dit contente d'entendre ça. Moi, j'ai plus d'affinité avec mes filles et petites filles que fils et petits-fils. Ben, j'espère, madame. J'espère qu'il en est ainsi. Mais c'est quoi cette affaire-là de devoir tout réaffirmer la normalité, le comportement sain, la relation saine? Aïe aïe! C'est parce qu'on est tellement... je ne sais pas si je suis la seule, là, mais moi, j'ai été élevée... On vous aime tout égal. Tout égal. Puis, fait qu'on grandit en pensant que c'est de même, que ça doit se faire. Puis si ça ne se fait pas comme ça, tu te sens coupable. Voyons donc, c'est pas normal que j'aime plus ma fille que j'aime mon gars. C'est pas normal que j'ai plus d'affinité avec elle qu'avec... Hein? Fait que je pense que c'est ça, le fait de se faire dire que c'est normal, là. « Ah, moi, je suis normale. » Ça doit faire du bien à des personnes qui nous écoutent. Et on pourrait prendre du temps à l'historique dans la nation canadienne-française de la préférence des fils par le père. Écoute, il y a tout un historique là, anthropologique. S'il y a des anthropologues à l'écoute,
vous comprendrez très bien qu'il y a eu des raisons pour lesquelles les pères préféraient les fils, les garçons. C'est un père que jadis, là, qui était cultivateur et qui avait 8 filles de suite, là, il était dans le trouble. Il commençait à manquer de main-d'œuvre. Plus que ça, la main-d'œuvre. Et il y avait un système de dot. Le père devait donner une dot à ses filles pour les rendre attrayantes pour le mariage. Le père de ma mère, lui, a eu que 5 gars, 5-6 gars, puis 2 filles. C'était pas pire. Il s'en est bien. Puis il leur a donné des belles dots. OK. Ben, ma mère et ma marraine ont eu des belles dots quand elles se sont mariées. OK. Mon père s'en est jamais plaint, mais il n'avait pas besoin de ça. Il était capable de travailler. Mais mon père et mon oncle, là, ils ont eu droit à une dot quand même substantielle. Mais à quoi ça pouvait ressembler, sans aller dans votre famille à vous? Là, parce que moi, je n'ai pas connu ça, là, cette génération-là, des dots et tout ça. Ah, ben il n'y a pas de secret. Ça ressemblait à quoi? Il n'y a pas de secret. Ben, ma mère a eu une vache, un veau, une chèvre, 3 ruches, un set de chambre. Wow! Sa sœur a eu la même chose. Fait qu'eux autres, en mariant, exemple, votre père, il amenait tout ça avec eux autres. Sa terre, puis... Oui. Et ma mère était furieuse parce que mon père a vendu sa jeunesse. Il n'y a jamais pardonné. Il a vendu sa jeunesse sans lui en parler. Il était snoro des fois. Il a frappé un bon prix, puis il l'a vendu. Puis après, il lui a dit... Oui, mais en même temps, c'est ça le but, là. Une dot, c'est que tu amènes... non? Oui, mais non, c'était pas correct de sa part, là. C'était un commerçant, c'est un futur commerçant. Elle voulait garder la vache longtemps, c'est ça? Non, elle a gardé la vache longtemps, mais elle voulait élever la jeunesse pour la garder comme vache aussi. Okay. Parce que c'était une belle jeunesse qui venait d'une bonne laitière. Okay. Et quand j'étais jeune, à 7 ans, j'ai trait à la main la vache noire que ma marraine avait eue en dot à son mariage. Je l'ai trait à la main. C'est sur elle que j'ai appris qu'elle était gentille, mais elle avait des maudits gros crayons. C'était pour un enfant, c'était pas idéal, mais elle était gentille comme toute. Et 2 ans après, mon parrain a installé une treilleuse. Les treilleuses électriques, là, les surges à l'époque. Mais j'ai eu l'occasion d'apprendre à traire une vache à la main sur la vache qu'a eue ma marraine en dot à son mariage. Mettons pour conclure là-dessus, là, les femmes qui n'avaient pas de grosses dots, c'est elles qui restaient sa tablette, comme on appelait dans le temps, c'est ça? Bien, il y a des hommes qui n'étaient pas intéressés par les femmes de familles pauvres qui n'auraient pas de dot au mariage. Mon père et mon parrain étaient des hommes d'honneur. Ils ne demandaient pas l'aumône. Mais il y a des hommes... Tu sais que quand j'étais petit, moi, j'avais 2 oreilles. Hein? J'en avais une chaque côté de la tête. J'entendais tout ce qui se disait dans les réunions de famille. Oui, moi, j'étais ce genre-là, moi aussi. Écoute, j'entendais tout. Le monde, il parlait, les hommes prenaient un petit coup, les femmes étaient à jeun, mais ça se racontait beaucoup de choses. Oui. Là, je me promenais tranquillement, j'entendais tout. J'ai appris. Oui, mais ça revirait de base, ça veut dire. Tu sais, aujourd'hui, on se fait dire qu'il y a des femmes qui cherchent des hommes pour leur argent, mais dans le temps, c'est les hommes qui cherchaient des femmes pour leur dot. Pour la dot, oui. Fait que ça a changé de bord, là. Oui. Et une tranche d'histoire qu'on vient de vivre. Je suis né en 49. Alors, dans ces années-là, ça a été... Les dots, ça a été la dernière génération. La génération de ma mère et sa sœur ont été la dernière génération à jouir de dot de la part de leur père. Maintenant, j'ai évalué un client il n'y a pas longtemps qui est très bien connu à Québec. Et il vient d'un pays africain. Il vient du Congo. Et au Congo,
c'est la famille de l'homme et le marié qui donne une dot à la future et à ses parents. Ah! Et ça coûte un bras. Alors là, il y a des chèvres, il peut y avoir des armes à feu, des fusils de chasse, de l'argent, des vêtements, de la boisson. Oh oui, puis c'est actuel, là. Écoutez, les amis, si vous commencez à étudier les différentes nations, vous allez voir qu'on n'est pas tout à fait sur le même pied. Et il y a des traditions encore en vigueur dans beaucoup de pays. Ben c'est quoi, là, où tu échanges un chameau, là? Bon, dans les pays arabes. Oui, c'est ça. Arabes, oui. Il y en a encore, on entend encore des histoires de ça. Oui, j'ai eu quelques clientes qui en voyage, là. Oui, c'est ça, exact. Avec un homme. L'homme s'est fait offrir 10 chameaux ou 40 chameaux. C'est ça. C'est ça. Exact. En tout cas. Alors, il y en a-tu, poursuivons, là. Il y en a, levez la main, là, on veut jaser. On est lundi, c'est pas parce qu'on est lundi qu'il faut absolument que ça soit tranquille, là. Alors, est-ce que vous, de votre côté, j'aimerais ça qu'on le poursuive là-dessus. Est-ce que parce qu'il y en a qui l'ont écrit, là, qui avaient l'impression qu'ils avaient été exclus, qu'ils avaient été moutons noirs, tu sais, pour rester dans notre sujet. Puis, il y en a une, c'est Sarah. Là, je vais remonter dans la discussion, mais elle disait qu'elle se sentait exclue parce qu'elle était plus ambitieuse que les autres, puis donc plus de caractère et plus ambitieuse que ma fratrie. Oui, très fréquent. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est... Oui, l'envie. Alors, l'envie, c'est le vice national et c'est le vice national des Canadiens français, l'envie. Les Anglais, ils ont d'autres travers, mais nous autres, on a celui-là. Alors, l'envie ou jalousie non sexuelle. Et l'envie consiste non pas à vouloir avoir la même chose que l'autre, mais à vouloir le lui enlever. L'envie, c'est très sérieux. C'est un vice national au Canada français. Alors oui, une femme qui est ambitieuse, une femme qui est volontaire, une femme qui s'affirme, pourrait recevoir de la malveillance, des mauvais traitements, voire même de l'exclusion dans bien des familles de Canadiens français. De qui? De la part de la mère? J'ai pas réussi, c'est pas vrai que tu vas réussir? Ou même le père aussi? Ou Non, tous. Tous. Oui, ça peut être père, mère et la fratrie. Tante, alouette. Oui, elles peuvent se liguer dans certaines familles canadiennes françaises. Oh. Il peut y avoir une alliance contre un ou une qui veut s'élever, qui est ambitieuse. Sarah, levez votre main parce qu'elle dit « Je confirme tous ». Moi, je veux comprendre ça. Là. Ben oui, c'est fréquent. Ah, mais comment tu dis? Comme mère, tu n'appelles pas ta sœur. Il ne faut pas qu'elle réussisse, on va tout faire pour l'écraser. Comment tu fais ça? C'est plus sournois que ça, là, j'imagine. Hey, mais pensez-y, une mère qui ne veut pas que sa fille réussisse, s'épanouisse. Ben oui, c'est la majorité, Josée. C'est sérieux. La majorité des mères et des enseignantes au Québec ne veulent pas être dépassées par leurs filles ou leurs élèves. Faites-moi mentir. Une élève trop bonne dans la classe, ça va te déranger. J'en ai eu. Tu sais, ça fait 40 ans que je suis dans le business. J'en ai vu. Ouais. C'est triste. L'enfant d'une enseignante qui était brillant. La maîtresse de deuxième année lui a dit à sa mère, elle dit, sois sans crainte, elle dit, je vais te le prouver qu'il n'est pas meilleur qu'un autre. Il a terminé l'année avec 70 de moyenne. Et l'année suivante, il ne voulait plus aller à l'école. Elle l'a prouvé que ce n'était pas un premier de classe. Terrible. Bonne nouvelle. Jean-François est là. Ben oui, on a Sarah qui veut nous parler. Yeah! Sarah, elle est là. Bonjour, Sarah. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Merci d'être là. Oui, j'étais un petit peu nerveuse. En fait, moi, j'ai déjà appelé, là, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment toute ma famille qui m'a mise de côté. Puis moi, ça m'a pris un bon... là, je suis rendue à 31 ans, mais ça m'a pris
quasiment 30 ans avant de me rendre compte que j'étais intelligente, que j'étais bonne, parce qu'il n'y avait jamais personne qui avait mis ça en valeur ou qui m'avait souligné le fait que j'étais brillante, que j'avais du caractère, ça a été très, très long avant que je réussisse à me dissocier un peu de ma famille, parce qu'eux, il y avait une vision de moi qui n'était pas représentative de moi, ce que j'étais à l'extérieur avec les gens, avec mon entourage, avec mes amis, mes collègues de travail. Donc, on me faisait croire que j'étais une personne méchante, que j'étais superficielle, que j'étais malhonnête, toutes des choses que finalement n'étaient pas vraies. Mais c'est très souffrant intérieurement d'avoir cette vision-là qui m'était constamment rappelée avec ma famille. Et qui menait le bal de l'hostilité? Ma mère. Non. Mais là, José, encore un autre qui parle contre les mères. Ah non, c'est une exception, sûrement. Mais comment vous expliquez ça, Sarah? Que ce soit votre mère qui menait ça? Bien, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'elle était vraiment jalouse de moi. Tu sais, c'est ça m'a pris beaucoup de temps avant d'avoir une estime de moi, de comprendre que j'étais compétente, que j'étais intelligente, que j'avais du potentiel. Je pense que c'est vraiment de la jalousie, puis toute la famille a un peu embarqué dans son jeu, mais elle est très intelligente, elle est très brillante pour savoir comment manipuler les gens. Elle nous a toutes mis en silo, chacun des enfants, pour pas qu'on se parle entre nous, puis elle nous montait les uns contre les autres. Mm-hmm. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé il y a un an? Parce que vous avez mentionné que vous avez 31 ans et que pendant 30 ans, vous ne saviez pas que vous étiez intelligente et brillante. Qu'est-ce qui est arrivé il y a un an? J'ai arrêté de parler à ma mère et à toute ma famille, en fait. Puis j'ai fait des études universitaires, puis j'avais des cours de fiscalité dans lesquels j'avais des 95 j'étais toujours proche de 100 donc je me suis dit, bon, ben je dois être quand même pas si pire. Ah, les maudites études universitaires. C'est-tu plate, ça? Vous avez commencé des études universitaires il y a un an? Oui. Avec beaucoup de succès? Oui. Aïe. Puis avant, c'est parce que vous ne pensiez pas que vous étiez à la hauteur? C'est pour ça que vous n'y alliez pas? Non, pas nécessairement, mais j'ai fait d'autres études. J'ai étudié au collège, j'ai étudié au cégep. J'avais des bons résultats, mais je pense que c'est le fait d'avoir cessé vraiment de parler à ma famille, parce que j'avais les mêmes résultats. C'est juste que, je sais pas, on dirait que je réalisais pas que finalement, j'étais peut-être brillante un peu là, pour avoir du succès comme ça à l'école. Puis autant dans toutes les matières aussi, là, je suis aussi forte en maths qu'en français, que j'ai vraiment plein de potentiel à différents niveaux. Donc ça a vraiment pris du temps avant de me rendre compte de ça. Puis c'est particulier parce que j'avais des bons résultats auparavant aussi, mais c'est juste que là, je sais pas, on dirait que je pense que c'est le fait de m'être éloignée de ma famille puis d'avoir plus des gens qui sont constamment sur mon dos puis qui persistent à dire que j'ai pas de talent, je réussirai pas, c'est inutile, qu'est-ce que je fais, mes objectifs, ça vaut pas la peine, c'est pas ça qui est important dans la vie, d'avoir du succès. Donc, c'est toute cette mentalité-là que j'ai dû mettre de côté. Puis là, je suis vraiment épanouie, puis je suis contente d'où est-ce que je suis, puis je pense que je suis vraiment là sur la bonne voie, là. Sarah, parlez-nous de votre père. Mon père, c'est un homme tapis, mais c'est particulier la dynamique, là. Mon père, c'est un pédophile. Puis je l'ai appris à mes dépens parce qu'il a abusé de mon garçon. Aïe. Ça fait combien de temps de ça, Sarah? 6 ans. Vous l'avez pris sur le fait? Comment vous l'avez su? Mon fils me l'a dit. Et votre fils avait quel âge lors des abus? 4-5 ans. Il avait 4-5 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, il m'a seulement dit « Ah, j'ai plus envie d'aller chez papy. » Puis à partir de là, j'ai gratté, puis j'ai gratté, puis j'ai gratté. Puis j'ai fini par avoir une divulgation. Est-ce que votre père a reconnu les abus sexuels? Non. Et réaction de votre mère? C'est bizarre, sa réaction.
Elle a commencé à dire que finalement, quand on était petit, il y avait des histoires bizarres aussi, puis que peut-être qu'on avait été aussi abusés. Puis moi, tous les soirs, je me couchais, puis je voulais me rappeler, tu sais, j'ai écrit à un moment donné parce que je me disais, est-ce qu'on peut vraiment oublier des abus sexuels? Puis j'avais de la difficulté à concevoir qu'on pouvait oublier ça, puis j'arrive pas à me souvenir de moi quand j'étais petite, puis parce que si j'avais le moindre souvenir, jamais j'aurais laissé mon père proche de mon fils. Mais donc, c'est ça. Donc, elle me croyait, elle croyait mon fils, sauf qu'en même temps, il y a des événements familiaux qui se passaient chez lui. Parce qu'ils sont séparés. Il allait chez lui, puis toute la famille avec les enfants, les petits-enfants, puis je comprenais pas. C'était moi qui ai été un peu exclue à un certain moment donné à cause de ça. Alors, les abus sexuels sur votre fils seraient survenus où? Chez mon père. Est-ce qu'il cherchait à le garder seul ou si les abus sont survenus alors que vous étiez présente dans la maison? J'étais pas présente dans la maison quand c'est arrivé. Qu'est-ce que votre fils faisait là à 4 ans? Bien, parce que moi, j'avais personne dans mon entourage. Puis, honnêtement, à ce moment-là, j'avais confiance en mon père. Je trouvais que c'était un homme qui avait été écrasé par ma mère. Puis, j'avais aucun doute qu'il pouvait être pédophile. Donc, je l'ai fait garder par mon père et mon frère qui restaient là à ce moment-là. Donc. Et votre père a fait quoi dans sa vie active? Conducteur de machinerie lourde. Okay. Gagnait bien sa vie? Bien, j'ai toujours eu l'impression qu'on était très pauvres. Ma mère ne travaillait pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur budget, comment ils dépensaient leur argent. J'ai vraiment aucune idée, mais on n'avait vraiment pas beaucoup de sous. Et vous étiez combien d'enfants? 4. 4 enfants. Est-ce que, d'après vous, il y aurait eu d'autres victimes? On soupçonne que oui. Dans ma famille, dans ma fratrie, en fait, là, on soupçonne que oui, mais encore là, personne n'a des souvenirs clairs. Dans votre fratrie, est-ce qu'il y en a encore qui amènent des petits-enfants se faire garder chez votre père? Non, plus maintenant. Oh, il n'y a plus personne. C'est rare qu'on voit ça. Ben, en fait, il y a juste oui. une personne avec qui je suis encore en contact avec, c'est ma sœur, puis c'est la seule autre qui a des enfants, puis elle ne parle plus à personne dans ma famille non plus. Donc, on est les deux seuls, on s'est un peu écartés de cet environnement-là. OK. Et le bonhomme, il n'y a personne qui lui amène des petites victimes? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. En fait, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai voulu dénoncer ça, les policiers, ça s'est tout retourné contre moi, alors que mon fils avait une psychologue qui le suivait. Puis, ils ont commencé à soupçonner que c'était moi qui avais mis ça dans la tête de mon garçon. Puis, parce que mon fils n'a pas été capable de divulguer au poste de police. Donc, la travailleuse sociale a été sur mon dos, puis ça a été vraiment, vraiment stressant. De la façon qu'ils m'ont rencontrée, elle m'a rencontrée avec un collègue de travail, puis ils m'ont harcelée dans le sens où là, ils me disaient « Qu'est-ce que tu retires de ça? Pourquoi tu veux que ça soit arrivé? » Puis vous savez qu'il y a un pourcentage de mères qui mettent des choses en tête de leur enfant, puis ça a été vraiment épouvantable. Avec les petits-enfants, c'est important. Le point que vous amenez est vraiment important, Josée. C'est à risque de prendre l'aversion d'un très jeune enfant parce que, un, l'enfant peut mentir. 2, la mère, effectivement, peut mettre des histoires d'abus dans la tête de son enfant. Alors, tout ça existe, Sarah, et c'est très difficile à départager. Mais j'avais aucun bénéfice, moi. Au contraire, je souhaite de tout mon cœur. J'aurais aimé que ce ne soit pas arrivé, puis de me faire dire ça, je trouvais ça tellement... Oui, mais regardez, c'est important ce que je viens de vous dire. On n'a pas de moyens fiables d'obtenir des confessions valables d'un petit enfant, d'un très jeune enfant. À 7-8 ans, c'est une chose. À 4-5 ans, oui, l'adulte peut mettre des... J'ai œuvré, ça fait longtemps que j'œuvre dans ce domaine-là. Puis j'ai vu des histoires plantées dans la tête d'enfants par des adultes, même par des travailleuses sociales. Oui, tout ça existe.
Fait que ça a tourné au vinaigre, votre plainte? Oui. Mm. Mais là, on a laissé ça derrière. Si jamais mon fils, quand il est plus vieux, il voudra, ça sera sa démarche personnelle. Moi Exact. je Oui. vais le supporter, puis je vais suivre la direction qu'il veut prendre en grandissant, mais je m'embarque plus jamais là-dedans, puis ça sera sa décision. Non, vous avez raison. Et de quel genre d'abus qu'on parle? Les gestes reprochés, c'était quoi? Ben, c'est allé jusqu'à la pénétration. Un petit gars de 4 ans, 5 ans, il peut-tu inventer ça? C'est ça, je me dis. Ben, les enfants peuvent inventer toutes sortes de choses. Oui, à ta question, est-ce qu'un enfant peut inventer des histoires? Oui. Alors, pendant longtemps, on a cru que les enfants disaient toujours la vérité, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'un adulte peut planter une histoire? Est-ce qu'un adulte significatif, mère, travailleuse sociale, policière, peut planter une histoire dans la tête d'un petit enfant? Oui. Alors, tout est possible. Mais en fait, c'est le royaume des pédophiles. Parce que s'ils savent qu'un enfant, pour témoigner, ça va prendre vraiment des preuves comme se faire pogner sur le fait, ils ont le champ libre, là. Ils sont à Walt Disney, là. Si les policiers ne prennent pas le témoignage d'un jeune enfant, les pédophiles ont le champ libre, là. Oui, mais attendez un petit peu, là. Moi, j'ai œuvré dans un dossier d'une petite fille de 5 ans dont on accusait quelqu'un de l'avoir pénétrée. Et j'ai demandé un examen gynécologique fait par une pédiatre. La juge était furieuse après moi et l'examen gynécologique a révélé que l'hymen de la petite était intact. Attention! Et le vieux Mailloux, là, il aime bien des preuves objectives quand c'est possible. Vous savez, une pénétration vaginale chez une petite enfant de 5 ans qui va laisser l'hymen intact. Attention! La juge était furieuse après moi. Lui, en terminant, Sarah, votre enfant, il a été traumatisé de tout ça? Ça a été quoi sa réaction? Ben, en fait, lui, je l'ai fait suivre par une psychologue, une très bonne psychologue là, qui était vraiment spécialisée avec les cas d'abus. Puis là, maintenant, aujourd'hui, il va bien, il va très bien. Puis même, on termine là, son suivi, là, on cesse les suivis parce que, justement, je pense le fait d'avoir pu partager sa souffrance-là, il gardait ça pour lui seul, le fait de l'avoir partagé, le fait d'avoir fait un suivi régulier avec une personne de confiance, je pense qu'aujourd'hui, justement, là, il va beaucoup mieux parce que ça a été libéré. Là. Il a pu en parler, c'est pas juste le temps qui va guérir, mais bien, il y a un processus qui doit être fait, là, je pense, à ce niveau-là. Oui, c'est un domaine qui n'est pas évident chez les tout-petits. Vous savez, les adultes peuvent mentir, les adultes peuvent dire la vérité. Les enfants peuvent mentir, les enfants peuvent inventer des histoires. Et lorsqu'ils sont brillants, de façon assez élaborée. Ils peuvent aussi dire la vérité. C'est pas facile. Merci, Sarah, de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir amené ça. Ça permet de nuancer, d'approfondir, de réfléchir. Mais ça ne doit pas être facile pour les policiers, là, ceux qui font les enquêtes. Pas facile. Non. Et ça peut facilement déraper, dépendamment des historiques personnels de chacun des professionnels qui interviennent. C'est ça. J'en ai vu de toutes les couleurs, Josée. Oui. Tu sais, quand je te dis que la juge était furax après moi, parce que j'amenais un élément objectif qui militait contre la plainte de la couronne. Madame la juge n'était pas contente. En même temps, ça y a facilité à prendre sa décision, là. Un fait objectif. J'ai eu le droit à des colibets disgracieux. Aïe, aïe, aïe. Dont on me reparlé d'ailleurs plus tard dans certaines poursuites, dans le but de me discréditer. Oh! Ben oui,
Ben oui! Il y en a qui font ça. Merci tout le monde. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Déjà midi. Alors, on se retrouve demain pour une autre émission. Bye tout le monde. Yes. Bonne journée. Bye.